Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux dans cette très belle salle de l'Alcazar. Il faut dire merci à la mairie de Marseille, merci à toute l'équipe de l'Alcazar qui met à disposition à la fois cette salle mais aussi les moyens humains pour organiser toutes ces conférences. Donc pour nous, pour l'Université populaire, c'est un grand bonheur de nous retrouver ici. Nous avions pris l'habitude d'organiser dans cette salle de l'Alcazar ce que nous avons appelé les événements hors les murs. Et nous invitons ici des auteurs. Nous sommes dans une bibliothèque, donc c'est à peu près la moindre des choses. Donc nous invitons des auteurs à présenter leurs livres, à faire une conférence à propos de leurs derniers ouvrages. Et vous le verrez dans le programme, il y a des auteurs plutôt engagés, parce que l'Université populaire est une association qui est engagée dans le développement de l'esprit critique. Et pour cela, nous abordons 6 disciplines qui sont l'économie, la philosophie, l'histoire, les sciences, le langage. Et puis, j'en oublie une, Michel ? Non, pas les communs. Histoire, sciences et langage, philosophie, économie et sociologie. Et donc cette année, ce sont 39 conférences avec 41 intervenants. Donc on a recommencé nos conférences à la fois dans l'auditorium de la mairie du premier secteur qui se trouve sur la Canebière, et aussi au 130 avenue du Prado, qui est le local du syndicat des architectes dont nous alternons nos conférences, une fois à l'auditorium de la mairie du 1-7 et puis une fois au 130 avenue du Prado. Et nous avons déjà bien entamé, puisque nos conférences ont repris au mois de septembre. Et c'est un public très nombreux qui vient fréquenter nos événements. Et nous en sommes vraiment très heureux. Mais bon, il vous reste encore beaucoup d'autres conférences à entendre. La prochaine portera aussi sur l'esprit critique, plus précisément sur l'épistémologie des sciences. Et ce sera Jérémy Attard qui interviendra au cours de 2 conférences au 130 avenue du Prado. Voilà rapidement indiquer ce qu'est l'Université populaire de Marseille Métropole. Pour précision, nous avons créé cette association en 2013 à Aubagne et nous l'avons déplacée et installée à Marseille en 2018. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir dans cette même salle, et pour la deuxième fois, Renaud Garcia, qui est un professeur de philosophie qui enseigne en lycée, qui a aussi pour thème de recherche tout ce qui porte sur l'anarchisme, et il est aussi membre d'une revue scientifique dont j'ai oublié le nom, mais tu le rappelleras tout à l'heure. Et aujourd'hui, il va nous parler de son livre qui a été publié l'année dernière, Le désert de la critique. Et je trouvais que dans cette période préélectorale, il était intéressant de s'interroger sur les mécanismes qui ont été mis en place et peut-être aussi que nous avons participé à laisser mettre en place, ou peut-être aussi que nous avons participé à mettre en place dans toute cette dynamique ou hors dynamique de destruction, d'appropriation de techniques et de modalités d'organisation de la vie démocratique et de la participation citoyenne dans la vie de la cité. Alors c'est peut-être un pléonasme, citoyen et cité. Cité, c'est la police. Donc les citoyens organisent les règles de vie qu'ils ont envie de partager ensemble. Et donc c'est une partie de cette démocratie dont Renaud va nous parler pendant 1 heure. Et ensuite, si vous le voulez bien, on discutera avec eux et vous pourrez poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. Mais peut-être que Renaud acceptera aussi s'il y a un point particulier sur lequel il vient d'intervenir, sur lequel vous souhaitez une précision. N'hésitez pas à le faire. Je pense que Renaud s'y pliera bien volontiers. Encore une fois, grand merci d'être aussi présents et aussi nombreux. Il n'y avait pas de match de l'OM cet après-midi, donc c'est pour ça que nous avons eu un public nombreux. Je vous souhaite une belle conférence.
Bonjour à vous, merci d'être venu. Comme l'a dit Jean-Pierre, moi je fais de la philosophie, j'enseigne à Marseille. Et disons que ma culture politique, si c'est un bien grand mot, mais disons qu'elle vient effectivement plutôt de l'anarchisme ou de courants comme ce qu'on appelle le situationnisme, Guy Debord, voilà, des gens comme ça, que j'ai pas mal lu, des gens comme Jacques Ellul, donc qui seraient des références pour eux de l'écologie radicale. Voilà. Donc ça tourne autour de ça. Et donc Le désert de la critique, c'est un livre que j'avais rédigé il y a 6 ans, dans sa première édition, et qui partait d'un constat qui était assez troublant pour moi, vu d'où je venais, disons politiquement. C'était la manière dont les groupes, collectifs, tendances, alors intellectuelles, militantes, il y avait un brouillage entre les deux. Et bien, comment tous ces collectifs et groupes avaient tendance à imploser et à se diviser à l'infini au long de petites différences narcissiques, en oubliant totalement la possibilité de mener des combats communs. Et ce qui m'apparaissait aussi étrange, c'était la prégnance d'un certain discours, de certaines références mobilisées à satiété, toujours les mêmes, discours qui amenaient lui-même des outils ou des méthodes de pensée qui me semblaient pas pertinentes, puisqu'elles aboutissaient à une destruction, une sorte de désert critique. Le livre que j'ai là, c'est la réédition de la première version, qui est parue donc effectivement en septembre 2021, livre auquel j'ai ajouté une préface. Alors on a eu une difficulté avec l'éditeur, savoir quel était le format qu'on pouvait bien utiliser, s'il fallait réécrire le texte à l'aune de tout ce qui s'était passé en 6 ans ou en 7 ans. Bon, on a opté pour alors on appellera ça une préface, mais il y a un texte de 60 pages en fait qui est avant le livre originel, où là j'essaye de voir un petit peu ce qui s'est passé entre-temps, dans les 6-7 ans, et de tester finalement si les intuitions que j'avais eues il y a 6-7 ans se sont vérifiées, dans quel sens on est allé, et puis si ce que j'avais décelé à l'intérieur de certains milieux qu'on pourrait considérer comme marginaux, n'était pas devenu entre-temps une sorte de pensée commune, en tout cas ne s'était pas diffusée bien plus largement dans la société. Donc si vous voulez, il y a en quelque sorte 2 livres en un. Alors je vais tenter dans un premier temps simplement de vous expliquer les tenants et aboutissants de la première version du livre, avec notamment cette idée qui forme le sous-titre du livre de la déconstruction. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Déconstruction et politique. Et puis dans la deuxième partie, j'essaierai de revenir sur cette actualisation. Et effectivement, ça peut tout à fait nous ramener à de l'actualité très, très vive et très actuelle, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette déconstruction ? Moi, j'étais parti, là encore, une sorte de coup de sonde dans l'humeur du temps à l'époque, en 2014-2015. Je commençais à voir des gens qui étaient très très différents et à utiliser un terme qui consiste à dire il faut déconstruire, alors, avec une sorte d'attitude critique. Et donc effectivement, en 2015, moi j'avais vu déjà des gens comme Manuel Valls, à l'époque, utiliser le terme de déconstruction, cependant que déjà, un certain Zemmour parlait de déconstruire les déconstructeurs. Bon. Donc ça me semblait étrange que ce mot soit aussi élastique et repris par des gens de tout spectre politique, qui est situé sur un spectre politique très large. Donc j'ai essayé de reprendre mon enquête et de revenir aux fondamentaux. Et là, évidemment, je suis retombé sur de la philosophie contemporaine. Donc je vais essayer de vous expliquer en 2 mots ce que signifie le terme de déconstruction. Bon, vous le sentez un peu dans le mot lui-même. Pensez à un jeu de construction, un jeu de Lego, qui va définir
une forme, et ben cette forme, on va en prendre des éléments, on va retirer les briques, on va le reconstruire autrement. Ça pourrait déjà être une image qui vous permet d'approcher un peu la logique. Alors cette idée de déconstruction, c'est presque plutôt une méthode en fait qui a été proposée par un philosophe français qui s'appelle Derrida, qui est né aux alentours des années 1930, et qui est mort au début des années 2000. Et donc Derrida, c'est un philosophe qui a commencé à devenir assez célèbre et important dans le paysage français dans les années 60-70 du XXe siècle. Donc, Derrida, pour lui, la déconstruction, ça signifie prendre un texte. D'abord, c'est une méthode qui porte sur des textes, donc c'est une méthode littéraire ou philosophique qui s'applique à des signes et des symboles, et à considérer que ce texte, conformément à l'origine du mot, c'est un tissu, un enchevêtrement qui est suturé d'une certaine manière, qui est cousu d'une certaine manière. Et l'idée de la déconstruction consiste à dire que cette suture, cette couture-là, elle laisse dans ses marges des éléments qui, s'ils étaient remis à la surface, s'ils étaient rendus visibles, permettraient de suturer le même texte tout autrement. Je vous donne un exemple. Derrida peut prendre un texte de philosophie classique et voir ce que l'auteur a écrit dans le corps du texte, mais aussi ce qu'il a écrit, par exemple, ou ce qu'il a rejeté en note de bas de page. Et comme ça, il essaye de voir finalement ce qui paraît important dans la démarche de l'auteur et ce qui lui paraît secondaire. Et le jeu, évidemment, c'est de montrer, pour ce cas-là, que ce qui a été rejeté en marge est parfois bien plus important ou a des implications cruciales pour la philosophie de l'auteur en question, et que si ces notes de bas de page étaient reportées dans le corps du texte, on aurait une toute autre philosophie. Donc vous voyez, c'est l'idée, déconstruire, c'est l'idée de porter son attention sur des éléments mineurs, minorés, tenus dans une dimension invisible, qui lorsqu'ils vont être remis en pleine lumière, vont aboutir à faire chanceler ou à faire bouger un texte donné. Méthode littéraire sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire, ça a l'air plutôt stimulant intellectuellement. Derrida va plus loin ensuite, et quand on passe à la politique, il considère que, en fait, politiquement, toute institution, donc ça peut être comme l'hôpital, ça peut être l'école, ça peut être le langage lui-même, ça peut être la science, etc. Enfin, toute forme instituée par les êtres humains est elle-même un texte. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait appliquer la méthode de déconstruction également à une institution donnée et voir la place qu'elle laisse à certaines personnes en son sein, la place qu'elle leur fait ou qu'elle ne leur fait pas. Vous pouvez donc appliquer une grille d'analyse féministe, par exemple, et à ce moment-là, voir qui a été tenu en lisière de cette institution, quelle est la voix qui a été minorée, et si on fait porter cette voix, comment l'institution va elle-même devoir changer, être subvertie en quelque sorte. Donc il y a une idée, une finalité de subversion en réalité dans la déconstruction. Voilà. C'est la définition de base, et jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés, surtout, en fait, que cette manière de faire de la critique, elle a été déjà, elle est assez classique en réalité. Si on regarde les philosophes des Lumières, d'une certaine façon, sont eux les premiers déconstructeurs. Donc, pour comprendre la déconstruction, il faut donc partir de cette idée qui est une sorte de truc intellectuel, c'est-à-dire de dire tout ce que vous avez pris pour une origine, quelque chose qui était un point de départ, quelque chose qui était sédimenté, identique à lui-même, identique à soi, c'est en fait toujours le résultat d'une histoire, d'une création, d'une construction, et donc ce qui a été construit, on peut le déconstruire et le reprendre autrement. Voilà. Bon, donc là, évidemment, moi, j'ai pas de problème avec ça, et l'objet du livre, c'est pas une critique de Jacques Derrida. L'objet du livre, c'était de dire, vous avez des théories, vous avez des théoriciens, et puis ce qu'ils vont dire, à un certain moment historique, qu'il faut préciser, il faut essayer de comprendre comment le basculement opère, ce qu'ils vont dire, ça va se décanter. Et ça va se décanter
dans divers milieux, qui vont être des milieux universitaires, qui eux-mêmes sont assez poreux à des milieux qui sont militants, et qui eux-mêmes baignent dans une sphère dans laquelle nous baignons tous, qui est la sphère de la propagande médiatique. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le désert de la critique, et c'est cet équilibre qui est très difficile en réalité à trouver, c'est de faire un va-et-vient constant entre des thèses philosophiques qui sont assez fortes au départ, et puis la manière dont elles sont décantées, dont elles se diffusent après, d'abord chez les gens qui font profession de critiquer le monde tel qu'il va, et puis ensuite, même plus largement, dans la société, et ça on va le voir pour la partie plus actuelle, j'espère tout à l'heure. Donc le problème, si vous voulez, qui m'est apparu, c'était qu'il y avait une systématisation à un certain moment, alors en France et ailleurs, de ce programme, où on l'appliquait à tout l'existant. Donc là, on a eu de nouvelles figures qui sont arrivées. Je peux vous donner quelques références. Dans le registre critique, l'une des plus grandes figures de ce point de vue-là, ça a été une élève de Jacques Derrida, qui est une américaine, qui s'appelle Judith Butler, qui, elle, va porter sa critique sur les questions dites de genre, et qui va se révéler au public par un livre au public français, d'abord universitaire, et puis ensuite toujours le même mouvement, par un livre qui s'appelle « Troubles dans le genre », qui est une façon, effectivement, de reprendre le truc de Derrida en disant que le genre, en fait, c'est jamais quelque chose qui est naturel, premier, etc. C'est une construction. Là, non plus, c'est pas très original par rapport à un féminisme des années 60-70. Elle va juste aller un petit peu plus loin, elle, en disant que non seulement ce genre est une construction, mais il peut être parodié, il peut être repris, et on peut en changer à loisir pour toujours excentrer et subvertir les normes. Voilà. Bon. Ça, c'est un premier point. Alors, ce que je faisais en enquête un peu historique dans le livre, c'était de montrer qu'à partir d'un certain moment, en France, il y a quelques auteurs qu'on peut rattacher à ce geste critique de la déconstruction qui ont tellement insisté là-dessus qu'il y a toute une partie d'un héritage dont moi j'avais tendance à me réclamer, en tout cas qui m'avait construit intellectuellement, qui était un héritage qui insistait sur certaines notions fondamentales comme par exemple, la nature, la vérité, et qui montrait par exemple que les structures sociales pouvaient produire ce qu'on appelle une aliénation, par exemple, c'est-à-dire une distorsion des capacités naturelles, une dépossession des capacités vitales de l'être humain, par exemple dans le travail, par exemple en raison du management, des choses comme ça. Bon. Donc ça, c'est tout un registre critique qui part, on va dire, de Karl Marx, et puis après qui fait son chemin au XXe siècle. Et donc tous ces gens-là, Derrida, Foucault, etc., ils mettaient ça à l'écart, en quelque sorte. Vous avez, si vous êtes vraiment intéressé techniquement par ça, vous avez des cours de Michel Foucault sur ce qu'il appelle la naissance de la biopolitique, qui sont en fait des cours sur le néolibéralisme dans les années 70, donc vraiment à l'époque de Giscard, où il orchestre en quelque sorte dans ses cours la mise à l'écart de toute la tradition marxiste, situationniste, anarchiste, etc., en disant mais finalement tous ces gens-là rêvent à une nature virginale qui serait rendue elle-même une fois le pouvoir, le vilain pouvoir, le méchant pouvoir renversé, alors qu'en fait il faut être beaucoup plus subtil que ça. Le pouvoir il est en nous, il nous traverse tous, nous sommes tous pris dans des relations de domination, de passivité, d'activité avec les autres, et finalement le pouvoir c'est quelque chose qui est consubstantiel au jeu social, et on ne peut pas trouver un point extérieur pour renverser la société. Donc finalement, il renvoyait toute cette tradition à laquelle je tenais, moi, dans le domaine de l'utopie. Et vous avez là-dessus, ça j'insiste dans la première version, un très intéressant débat qui est une captation vidéo de ce débat, et elle est assez intéressante parce qu'on voit les visages, on voit les réactions des deux protagonistes, de Michel Foucault, avec quelqu'un qui s'appelle Noam Chomsky, et qui, lui, Noam Chomsky, insistait pas mal sur l'idée de nature humaine, en disant, en fait, si vous voulez
penser une société qui soit différente ou organisée différemment de la société présente. Donc si vous voulez avoir un point de vue critique, il faut bien, d'une certaine façon, que vous projetiez ce que pourrait être la nature humaine dans une société différente. Et Foucault, à ce moment-là, se tourne vers lui, mais il lui dit, mais la nature humaine, c'est un truc qui n'existe pas. En fait, c'est quoi? C'est une construction. Et c'est une construction de l'homme occidental, blanc, etc., etc., avec la question des droits de l'homme. Donc finalement, la nature humaine, dont vous me parlez, Noam Chomsky, c'est la nature humaine blanche. C'est pas du tout... l'universel, c'est une construction tout à fait particulière. Voilà. Et Noam Chomsky reste un petit peu interloqué, parce que lui, en fait, ça lui sape tout son modèle de critique sociale. Et Foucault lui répond, mais en fait, quand on cherche la justice, je sais pas moi, quand dans un conflit, mettons entre les ouvriers et le patron, les ouvriers cherchent la justice, en fait, Foucault dit, ils cherchent rien, ils cherchent juste à gagner. C'est juste un déplacement, c'est un jeu stratégique. Hein. Il n'y a pas de recherche au nom d'une règle, d'une norme supérieure, quoi. Voilà. Bon. Alors, ça, c'était un aspect du livre au départ, où je faisais un travail un peu d'archiviste, de conservateur, on dirait au sens vraiment de conservateur de bibliothèque, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, à un certain moment, ça a pris racine dans certains milieux, et pourquoi ça a mis de côté toute une tradition, jusqu'à rendre, en fait, la possibilité de mener des combats communs assez désuètes, hein, et superflus, parce qu'évidemment, l'un des aspects de la déconstruction, c'est qu'il y aura toujours un champ minoritaire à déceler, si vous voulez, ou sur lequel il va falloir s'attarder, de préférence à un autre qui est redevenu majoritaire. Alors je vous donne un exemple. C'est le cas classique. On va rechercher un sujet, on va dire, révolutionnaire, mais ça ne peut plus être l'ouvrier. Alors, si on recherche les femmes, déjà, on a fait un pas, si vous voulez, évidemment, qui est juste, qui est tout à fait légitime vers l'inclusion non pas d'une minorité, mais en tout cas d'une moitié du genre humain qui a été tenue très souvent en sujétion. Mais ça ne suffit pas non plus. Donc vous allez ajouter ensuite une variable qui va être la variable raciale. Mais elle-même peut ne pas suffire si vous n'ajoutez pas la variable de ce qu'on appelle la capacité à être valide ou pas. Donc les handicapés, etc., etc., etc. Ce qui pose des problèmes très pratiques et ce qui a fait imploser énormément de collectifs et de groupes qui se déchirent là-dessus, et que je résume moi d'une manière un peu assez plaisante, c'est plaisante, je ne sais pas si elle est plaisante, peut-être ironique, c'est-à-dire en fait on ne sait plus qui va tenir la banderole dans la manif, parce qu'on ne sait plus qui va pouvoir concentrer jusqu'au bout l'ensemble des dominations qui s'exercent dans le corps social. Voilà. Alors il y a un mot pour ça, c'est un mot assez technique qu'on retrouve énormément dans les milieux critiques aujourd'hui, qui s'appelle intersectionnalité, c'est-à-dire l'outil méthodologique qui va permettre de déterminer des alliances. Donc c'est très intéressant d'ailleurs au niveau du vocabulaire, on ne parle plus de combat commun, on ne parle plus de communauté, on parle d'alliance, donc quelque chose qui est tout à fait fluent. Voilà. Donc c'est tout ce registre qui me paraissait, en fait, au lieu d'affermir les luttes, de les faire proliférer en tous sens. Bon. Alors, en 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai été très bref, si vous voulez, on pourrait y revenir, mais je préfère aller vers ce qui se passe aujourd'hui. En 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du livre, moi, ce que je disais, c'est qu'on arrivait à un point de bifurcation. D'un côté, disons, ceux qui prônent la subversion des identités, tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire on est fluide, malléable, et on ne s'identifie jamais à une catégorie majoritaire parce qu'elle est oppressive par elle-même. Voilà. Et on s'hybride. Et comment s'hybrider, en général, c'est en considérant que même la notion d'humain est devenue superflue, et que comme on vit dans un monde de machines, un monde technologique, c'est par l'hybridation avec les machines qu'on va pouvoir
accéder à une forme d'État qui ne sera plus accessible au pouvoir. Donc là, c'était la transformation vers le transhumain. Ou alors, je disais, il y aura une réponse qui va essayer de reprendre pied sur des catégories qui étaient des catégories assez traditionnelles dans l'anarchisme, par exemple, ou dans la critique sociale, l'obédience marxiste, quoi, qui militait pour l'humain, qui acceptait la fragilité de l'humain et qui considérait qu'on est surtout des êtres symboliques et qu'en fait, au-delà de notre appartenance de genre, de classe ou de race, quand on se parle l'un à l'autre, on est des êtres symboliques et c'est le milieu de l'interlocution. Et en fait, c'est je et tu. Et c'est plus du tout je et tu comme noir, blanc, femme, adulte, enfant, etc. Bon, je disais, il y a ces deux lignes-là. 6 ans après, moi je suis assez pessimiste parce que j'ai l'impression que c'est la première ligne qui l'a emporté. Le problème, c'est que la manière dont tout ça est exprimé dans les médias ou dans la propagande en général médiatique est très problématique parce qu'à mon avis, il y a une fausse opposition qui se met en place. Donc ça, je vais vous en parler après. Alors pourquoi ça a basculé ? Pourquoi ça a basculé ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce dont je vous ai parlé, là, Derrida, Foucault, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont été lus énormément aux États-Unis, qui sont allés enseigner, dont les thèses ont été reprises dans des universités aux États-Unis, et il y a eu un mouvement d'aller-retour, en quelque sorte, entre ce qu'ils ont fait en France, ce qui a été lu aux États-Unis, et ce dont certains militants ou élus, par exemple, de certains partis politiques, en ont repris ou en ont ramené en France. Donc il y a ce mouvement de transfert, et là c'est toujours pareil, dans le transfert, il y a une décantation, et des thèses qui sont, comme je vous l'ai dit, assez puissantes, enfin, intellectuellement, qui tiennent la route, elles vont se décanter, elles vont devenir vraiment très problématiques et assez faibles. Alors, comment ça a basculé ? Là, c'est un point sur lequel je n'ai pas toutes les billes. Il faudrait mener une enquête et on ne serait pas certain d'arriver à tout dire. Mais enfin, je vous donne déjà 2 ou 3 exemples. Par exemple, on sait qu'il existe des partenariats idéologiques, évidemment, et financiers entre la France et les États-Unis. Par exemple, l'association dite des Young Leaders, qui est une association qui est destinée à former les élites françaises aux États-Unis et à leur inculquer une sorte de coopération entre les deux pays. Je vous donne quelques Young Leaders. C'est une fondation qui a été inaugurée par Giscard en 1976. Alors je vous donne quelques Young Leaders. Donc Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, 100% numérique. Ça c'est bon. Éric Fassin. Qui est Éric Fassin ? C'est l'introducteur en France de la philosophie de Judith Butler. François Hollande. François Hollande qui, lui, était... alors, c'est assez marrant puisque quand il était à l'ENA, son surnom, François Hollande, il se faisait appeler Jean-François Trans. Donc il était toujours. Donc c'est aussi, si vous voulez, cette idée avec François Hollande, c'était très marqué, qu'il y a eu un basculement de ce qu'on appelle les questions sociales vers ce qu'on appelle maintenant les questions sociétales, quoi. Une dichotomie, quoi, entre les deux. Alors qu'en réalité, les deux doivent pas être, à mon avis, doivent pas être opposés, mais doivent s'interpénétrer, quoi, plutôt. Cédric Villani, Thomas Pesquet aussi, et bien sûr Emmanuel Macron. Young Leaders entre les Young Leaders. Mais vous avez aussi des gens qui ne sont pas du tout sur ces créneaux-là. Par exemple, quelqu'un comme Dupont-Aignan a fait partie de ces échanges Young Leaders. Donc vous avez des partenariats et ça circule. Et après, on se positionne complètement là-dedans ou à l'opposé, type Dupont-Aignan. Vous avez des bourses, par exemple la bourse dite Fulbright, qui a été utilisée notamment par quelqu'un qui fait pas mal de tapage médiatique, et dont je parle dans la préface, qui s'appelle Alice Coffin, qui est une élue
Europe Écologie Les Verts de la mairie de Paris, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Le génie lesbien, qui était paru il y a 2 ans, et qui fait pas mal de tapage. Et alors, là où c'est intéressant, c'est que la bourse Fulbright permet à des journalistes ou des membres du monde associatif en France d'aller aux États-Unis, d'apprendre quelques méthodes, en fait, de ce qu'on aurait appelé dans d'autres temps l'agite-propre, quoi, et puis de les ramener en France. Donc Alice Coffin, c'est exactement ça. Troisième élément peut-être de basculement, c'est quand même, il faut le dire, le fonctionnement de l'université, qui fonctionne malheureusement pas simplement à la joute idéologique noble, mais aussi à la recherche de crédits de recherche, la manière de se positionner, de positionner son université sur un marché des crédits de recherche, sur l'évaluation des laboratoires universitaires, et sur une manière aussi pour certains de faire carrière. Donc là, si on regarde et si on fait une recherche des thèmes qui sont développés à l'université, il y a une certaine lignée de thèmes qui se rattachent justement à cette question de la déconstruction, quoi. Ça, c'est assez indéniable. Voilà, je ne suis pas en train de dire que toute l'université est comme ça, ce serait tomber dans l'excès inverse, mais il y a une tendance qui est assez nette. Et le troisième effet, c'est cette porosité dont je parlais entre le milieu universitaire, le monde militant, et puis les médias en général, donc que ce soit la presse ou les médias culturels. Voilà. Donc ça peut être un élément d'un basculement qui nous mène à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je précise évidemment que là, Foucault, Derrida, etc., ils sont vraiment assez loin. Et ce qu'on va en retenir, c'est un peu leur truc, ces gimmicks-là, en quelque sorte, dont je vous parlais, c'est-à-dire tout ce qui vous pensiez originaire est en fait construit, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, avec l'inflation donc d'un rejeton qui me semble un rejeton lointain, un peu distordu aussi, sans doute, de la déconstruction, qu'on appelle le militantisme dit woke. Dans les médias, donc, qui renvoie à l'idée d'éveil ou de réveil, donc comme une nouveauté fondamentale, donc, ce qui est assez déjà étonnant en soi, puisque quand n'y a-t-il pas eu d'éveil ou de réveil, puisque la critique sociale et culturelle se définit par le fait d'être réveillé à des injustices, quoi. Bon, soit, mais passons là-dessus. Alors le woke, aux États-Unis, il se déploie véritablement à partir des émeutes de Ferguson en 2014 et depuis la mort du Nord-américain George Floyd, assassiné par la police. Donc là, on a une inflation depuis 1 ou 2 ans. Et si vous voulez, le woke marche aussi bien pour les dominants que pour les dominés. Pour le dominé, il s'agit de prendre en compte et de prendre en charge, d'être éveillé sur la domination qu'il subit, et qu'il a peut-être même intériorisé à l'intérieur de l'ordre social, mais aussi pour le dominant, de s'éveiller à l'ensemble des privilèges dont il bénéficie sans même les avoir réfléchis. C'est son être ainsi social, sa position sociale qui lui confère certains privilèges. Alors là aussi, en soi, l'idée ne me semble pas extrêmement révolutionnaire. C'est l'idée de la prise de conscience qui est en fait quelque chose de tout à fait classique en réalité dans la critique sociale, quoi. Bon. Mais, si vous voulez, cette idée-là va donner du grain à moudre à tout un ensemble de médias, parce que jour après jour, il sort ce qu'on appelle des polémiques maintenant. Donc je vous en donne quelques-unes, quelques exemples. Par exemple, un spectacle de Eschyle, enfin une pièce de Eschyle qui s'appelle Les Suppliantes, a été interdite en Sorbonne en 2019 par un ensemble d'étudiants de la Sorbonne, parce que le metteur en scène avait choisi de grimer le visage des comédiens, alors que dans Les Suppliantes, les personnages sont censés venir d'Égypte. Il avait choisi de grimer le visage des comédiens, et ça a été considéré comme une atteinte à l'identité de groupe
inférieur. Alors, il y a un terme qui est en cours, je ne vais pas vous accabler par ces termes de ce nouveau jargon, mais qui s'appelle le terme de racisation. Donc, en gros, le racisé, c'est celui qui est tenu en état d'infériorité, vous voyez, qui est rendu invisible en raison de sa race. Voilà. Pourquoi ? Parce que grimer les acteurs, ça avait été tenu pour une provocation, ce qu'on appelle un blackface, c'est-à-dire humilier la race opprimée en lui renvoyant son statut. Donc, par exemple, ceci. On a des chercheurs américains qui dernièrement ont considéré que les sociétés, accusent les humanités et les tenants des études classiques. Eux-mêmes sont dans des départements aux États-Unis d'études classiques, mais ils considèrent que les sociétés grecques et romaines antiques, étant racistes, ont été le creuset de la domination blanche que nous voyons se développer aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples de militantisme woke. Si vous vous référez à la campagne présidentielle, et si vous prenez par exemple une militante écologiste comme dite écologiste, qui se prétend écologiste, pour moi évidemment elle n'est pas écologiste, elle est technologiste, ça je le dirais si vous voulez. Voilà. Comme Sandrine Rousseau, par exemple, Sandrine Rousseau a évoqué le fait qu'elle vivait avec un homme déconstruit et que c'était quelque chose d'assez positif. Bon, voilà. L'homme déconstruit, c'est celui qui a renoncé à faire régner la terreur dans l'espace domestique, donc a renoncé au patriarcat. Bon, là aussi, c'est pas quelque chose en fait de tout à fait neuf dans la critique sociale, mais voilà, je veux vous montrer simplement par là que le woke, c'est quelque chose qui a une certaine surface maintenant de diffusion. Alors dans la préface, moi je vois 3 problèmes, je vais aller assez vite là-dessus, et ensuite on arrivera vraiment au nœud vraiment problématique aujourd'hui, et je finirai par ça, parce que ça me semble décisif, quoi. Donc, avant ça, 3 problèmes fondamentaux donc, dans ce militantisme, qui reprend, d'accord, vous avez compris, les petits trucs théoriques de la déconstruction, mais qui les dilue dans des controverses sans fin. Premier point, la pauvreté intellectuelle. Il y a quand même une pauvreté intellectuelle qui est insigne dans ces théories-là. Je vais vous prendre un exemple d'un concept qui a été développé aux États-Unis, qui s'appelle la fragilité blanche, un concept qui est repris aujourd'hui en France dans les écrits de l'ancien footballeur Lilian Thuram. Donc la fragilité blanche, ça a été développé sur les campus américains, consiste à dire que en fait l'homme blanc en général, alors ça peut être la femme blanche également, l'homme ou la femme blanche, dès qu'ils sont mis en face de la réalité de la domination qu'ils exercent simplement par leur position dans la société, alors ils y sont confrontés comment ? Par exemple, quand au travail, leur supérieur hiérarchique, un exemple, est noir. Ils y sont confrontés quand on les accuse de racisme. Ils y sont confrontés quand ils assistent à des révoltes de minorités raciales. Bon. La fragilité blanche se manifeste comment ? Selon cette théorie-là, par le fait que l'homme ou la femme blanche va se dédire, va se récrier, va dire mais non, pas du tout, je suis pas raciste, enfin ça n'a aucun sens ce que vous me dites, etc. Qu'il va chercher à se justifier, qu'il va chercher à argumenter, qu'il va développer des arguments pour expliquer et pour entrer en relation intellectuelle, argumentative avec l'interlocuteur. Cela, selon cette théorie, c'est l'indice même de la fragilité blanche. Donc vous voyez, après je peux vous donner la référence, elle est dans mon livre. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous argumentez pour contester l'accusation de racisme qui vous est faite, vous prouvez par cela même l'inconfort de votre position et le fait que vous niez avoir pris conscience d'être un oppresseur. Voilà. Alors,
pourquoi pauvreté intellectuelle? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle en épistémologie des sciences, une théorie auto-réalisatrice. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais avoir tort. Si vous dites que vous êtes raciste, ben vous êtes raciste. Et si vous vous récriez de ne pas l'être, vous l'êtes quand même, puisque c'est un indice de votre fragilité. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est assez dévastateur. Et là où ça m'intéresse, évidemment, c'est quand on voit la personne qui a développé cette théorie-là, qui s'appelle Robin DiAngelo, donc qui est une femme américaine blanche. Que dit Robin DiAngelo? Elle est à la fois consultante chez Amazon, chez Nike, etc. En quoi? En sociologie, effectivement, des rapports entre racisés et non racisés, quoi. Voilà. Et elle ne voit pas le problème, en fait, de servir de grands groupes capitalistes tant que ces groupes développent eux-mêmes la politique woke. Hein. Et donc là, évidemment, il y a une ligne de clivage qui est assez nette, quoi, et qui apparaît très clairement. C'est-à-dire que ce militantisme ou cette critique sociale qui se veut le fleuron en fait de l'émancipation, elle fonctionne dans un cadre qu'elle ne peut pas remettre en question, en réalité. Voilà. Qui est le cas de ce que j'appelle moi le capitalisme technologique, quoi. Donc premier point, la pauvreté intellectuelle. Deuxièmement, le fait que le militantisme woke qui s'intéresse aux identités particulières, avant tout, contre l'humanité commune. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'humanité commune, c'est quoi? C'est que quand je vous parle, quand on se parle, je et tu, nous fonctionnons comme des êtres symboliques. Voilà. Le problème, c'est que dans un monde d'identité particulière, ce que je suis doit apparaître et doit être reconnu comme tel, c'est-à-dire que les droits que j'ai en tant que sujet, les droits que je dois faire prévaloir, ils sont consubstantiels à mon identité. Enfin, mon appartenance identitaire est propre à mes droits. C'est-à-dire tu dois me reconnaître tel que je suis, non pas à tes yeux, mais tel que moi je me considère. Donc vous avez, je prends un exemple que tout le monde peut voir, parce que c'est encore là, une captation vidéo. Et c'est très étrange, hein, en fait. C'est un débat entre 4 individus, 4 hommes, je crois, oui, 4 hommes, qui travaillent tous dans des associations de défense des homosexuels, des identités, des homosexuels, gays, lesbiens, donc LGBT, etc. Et qui sont invités par un journaliste qui s'appelle Daniel Schneiderman. Et ce journaliste, Daniel Schneiderman, lui, il voit 4 hommes sur le plateau, en fait. Et il leur dit, mais, bonjour messieurs. Donc, 3 d'entre eux répondent, et le 4e répond, là, vous venez de commettre une grave erreur, vous venez de me mégenrer. C'est-à-dire, vous venez de nier mon appartenance. Il me dit, je ne suis pas un homme. Donc, il dit à Daniel Schneiderman, je ne suis pas un homme. C'est un individu qui est barbu, qui est assez trapu, massif, etc. Il lui dit, je ne suis pas un homme, je suis un non-binaire. C'est-à-dire, je ne me reconnais comme étant ni d'un genre ni d'un autre. Bon. Et Daniel Schneiderman, enfin le journaliste, est sommé en quelque sorte de s'excuser, simplement d'avoir eu la perception spontanée qu'il a eue, quoi. Au nom de l'identité ressentie de l'individu. Donc évidemment, là, quand on arrive à ce point-là, c'est simplement qu'il y a une déroute, en réalité, totale du symbolique. Et ça, c'est très très important, je crois, parce que les êtres humains, on est des êtres culturels aussi, et on est des êtres symboliques. Voilà. Et là, on en arrive à une déroute du symbolique qui appelle un rapport qui est uniquement procédural à autrui, c'est-à-dire que comme moi je suis un porteur de droits, vous devez reconnaître mes droits. Et donc, avant même que nous nous parlions, nous devons établir une sorte de cordon de sécurité, hein, ce qui implique que dans le milieu militant, il y a quelque chose qui existait depuis très longtemps et qui a été radicalisé et institutionnalisé d'une manière qui est retorse, qui s'appelle maintenant les espaces, ce qu'on appelle les safe space, les espaces sécurisés. Ça a existé tout le temps au XXe siècle dans les milieux féministes
et c'était tout à fait judicieux. Pourquoi ? Parce que s'il y a des femmes qui sont victimes, par exemple, de violences, elles n'ont pas forcément envie que des hommes assistent à leur débat. Voilà. C'était une pratique qui était courante dans les milieux féministes dans les années 60-70. Et là, si vous voulez, encore une fois, ça a été repris et retourné de l'intérieur comme une forme d'entre-soi. Et l'entre-soi, finalement, c'est quoi ? C'est l'impossibilité de la confrontation à l'autre, et donc c'est l'impossibilité ce qu'on appellera le débat démocratique. Voilà. Et donc ça aboutit à une sorte de règne de l'intimidation. Et donc le troisième point qui pose problème à mon avis, c'est le perpétuel brouillage justement entre l'insulte et l'offense. L'insulte est en général assez claire, l'offense, elle est très labile, et elle est laissée plus ou moins à la discrétion de celui qui prétend la subir. Et dans le cas dont je viens de vous parler de Daniel Schneiderman, c'est exactement ça. C'est-à-dire Daniel Schneiderman n'a pas du tout l'impression d'offenser. Il est très poli, il accueille son invité, il n'a pas du tout l'impression de l'offenser. Mais pour l'autre, c'est une offense. Et c'est à celui qui utilise les règles ordinaires de la courtoisie de s'excuser d'avoir été offensant. Oui. Donc, sur ce terrain-là, on arrive à une dislocation des rapports humains, en réalité. Et donc, évidemment, moi, il y a 2 livres de littérature qui m'ont guidé vraiment pour la préface. Il y a évidemment le 1984 de Orwell. Et le deuxième livre, c'est le livre de Kundera, La plaisanterie. La plaisanterie, c'est cette histoire d'un militant du Parti communiste tchèque qui un jour va un peu trop loin et qui fait une plaisanterie, qui écrit une plaisanterie à ses camarades sans vraiment y penser spontanément. Et là, en fait, va s'enclencher contre lui la mécanique, la grande machine du parti, qui va considérer qu'il est allé trop loin et qui va l'exclure purement et simplement et qui va le néantiser totalement. Donc là, il y a un énorme problème aussi de ce point de vue-là, c'est qu'il y a une dislocation des rapports humains et de l'humour, et donc de la compréhension et de l'intelligence. Voilà. Donc pour moi, c'est effectivement un désert de la critique à ce moment-là, parce qu'il y a un désert culturel aussi qui se met en place. Voilà. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, je suis en très très mauvaise posture actuellement. Alors pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 7 et 8 janvier, par exemple, entre autres, à la Sorbonne, s'est tenu un colloque qui s'intitulait « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture », avec une pléiade d'auteurs, certains qui ont travaillé depuis très longtemps sur ces questions-là, notamment sur le rapport entre l'islam et le judaïsme, antisémitisme, etc. Donc quelqu'un qui s'appelle Taguieff, Pierre-André Taguieff. Bon, d'autres, une dont je vais vous parler qui s'appelle Nathalie Hennig, qui est très présente dans ce genre de discussion. Quelqu'un qui me paraît absolument peu recommandable comme Pascal Bruckner, qui est à peu près aux antipodes politiquement de ce que je pourrais défendre, quoi. Mais surtout, et là c'est évidemment un très très mauvais point pour moi, ou pour les idées que je défends dans le livre, c'est que ce colloque a été introduit par Jean-Michel Blanquer, voilà, le ministre de l'Éducation nationale. Donc vous voyez, c'est l'idée donc que ce militantisme-là, de la déconstruction, en fait, il parle essentiellement du woke d'ailleurs dans ce colloque. Le programme est disponible sur un site qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme. Vous pouvez aller le voir. Dans ce colloque, donc introduit par Jean-Michel Blanquer, il est dit que justement ce militantisme, cette philosophie de la déconstruction, les deux ont fusionné maintenant, mettent en péril les piliers de la République, l'éducation républicaine, etc. Bon, alors évidemment d'un côté c'est assez grotesque parce que bon, il est possible que des DJ qui tournent à Ibiza s'intéressent à la République française, ça c'est possible. Mais je pense qu'en l'espèce, Jean-Michel Blanquer ne fait pas le travail. Parce que,
En fait, son idée, c'est de déboulonner en fait, le service public d'éducation depuis le début, avec tout un ensemble de partenariats publics-privés qui vont, à terme, détruire en fait l'enseignement public, sans compter les effets d'une réforme qui en fait introduit les thèmes du management depuis le collège jusqu'à la terminale, avec un tri algorithmique des élèves, etc. Une pression. Récemment, Le Monde encore montrait que les lycéens français subissaient une pression psychologique insoutenable due aux effets de la réforme de Jean-Michel, enfin portée par Jean-Michel Blanquer. C'est pas forcément sa créature, mais en tout cas, il la porte avec zèle. Donc, assez grotesque de voir Jean-Michel Blanquer se poser en parangon de la défense de la République et de l'université. Bon, mais donc, vous voyez, le reproche qui pourrait m'être fait, c'est que vous êtes un allié objectif de ces gens-là. De la même manière, ça vous pourrez le lire assez aisément, parce que c'est assez factuel, il n'y a pas besoin d'être très versé dans toutes ces choses un peu ésotériques dont je vous ai parlé au début. C'est un livre de Nathalie Henich, H-E-I-N-I-C-H, qui est une sociologue française, et qui a fait, dans une collection que Gallimard appelle Tracts, donc Gallimard sans canaille fait des tracts maintenant, petit livre, ce que le militantisme fait à la recherche. Bon, et donc Nathalie Henich, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que tout ce dont je vous ai parlé, ça a pénétré l'université, c'est en train de la phagocyter totalement, et ça atteint le statut même du chercheur et la déontologie du chercheur qui est censé procéder de ce qu'elle appelle, à la suite d'un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, la neutralité axiologique. Axiologique en philosophie, ça veut dire quant aux valeurs. Autrement dit, un professeur en chaire serait censé, une fois qu'il est devant ses étudiants, mettre de côté toute forme de jugement de valeur sur les questions politiques, religieuses, sociales. Il peut le faire à la sortie de son cours s'il va dans la rue, sur l'estrade, il peut le faire dans des partis, il peut le faire dans des associations, il peut écrire, mais à l'intérieur de sa salle de classe et de l'enceinte de l'université, il ne doit pas prendre parti politiquement dans un sens ou dans un autre. Neutralité axiologique. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'effectivement, elle part elle-même d'une critique du woke, du wokisme, dont je vous ai parlé. Donc là, on peut se dire, ils défendent en fait la même chose. Sauf qu'elle le fait en utilisant et en travestissant, donc je suis obligé d'entrer un peu dans les détails, mais très vite, en travestissant cette idée de neutralité axiologique, et justement en la posant comme pure neutralité. Et en disant, finalement, le savant, le chercheur intègre, c'est celui qui fait la critique des notions de sens commun, voilà, et il s'en tient là, il ne peut pas faire plus. Voilà. En fait, il peut faire plus, et c'est Max Weber lui-même qui le disait, et si on regarde bien, et si on fouille un peu, en fait, il y a un malentendu. Weber n'a jamais vraiment parlé de ce qu'on appelle la neutralité axiologique, il parlait de quelque chose d'un peu différent. Il disait que dans une salle de cours, personne ne peut imposer ses idées, c'est-à-dire personne ne peut faire de propagande. Et en fait, ce qu'on appelle neutralité axiologique en français, en réalité, en allemand, ça s'entend plutôt comme non-imposition de valeur par la propagande. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que dans une salle de cours, quand les étudiants... Alors en plus, c'est dans le contexte de l'Allemagne du début du siècle, c'est pas du tout notre contexte en plus. Mais dans ce contexte-là, les étudiants y venaient pour faire carrière, et donc ils étaient silencieux, ils écoutaient ce que le professeur disait. Donc évidemment, pour quelqu'un qui est assez zélé et qui a des intentions politiques claires, c'est la meilleure manière d'avoir une tribune à peu de frais, puisque en face on fait silence, et là on peut déverser évidemment toute sa propagande. Voilà. Et donc Weber, il voulait pas ça, et c'était tout à fait juste, quoi. Voilà. Évidemment, si on fait ça, on est un mauvais enseignant, quoi. Mais ça ne veut pas dire que l'enseignant ne peut pas exprimer ses partis pris, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exprimer, c'est un poncif militant, mais parfois ça a du bon, ça veut dire, il peut dire aussi d'où il parle, se situer lui-même un petit peu, et il peut aussi tenir ses idées, ses présupposés, tant qu'ils sont ouverts.
Le pire, peut-être, ce serait de les cacher, ces présupposés, de faire semblant d'être neutre, de délivrer un discours un petit peu mollasson comme ça, pour mieux insinuer, de manière insidieuse, aller orienter les élèves dans le sens qu'on a déterminé soi-même au départ. Donc, allié objectif, on a des philosophes, là, des sociologues, etc., qui s'attaquent au wokisme, mais leur idée, de mon point de vue, c'est de maintenir en fait une forme de statu quo. Voilà. Donc, c'est de la critique de l'extrême gauche d'un point de vue du maintien du statu quo. Et donc, on en arrive à un point qui est le point actuel, que vous voyez tous les jours si vous suivez les informations. Moi, je les suis très peu, je fais ça ponctuellement, et à chaque fois, ça tombe pile. Déconstruction d'un côté, courant de droite ou d'extrême droite de l'autre, ce sont des ennemis, mais en fait, ils sont siamois. C'est-à-dire qu'ils ont besoin les uns des autres pour quoi faire ? Pour faire tenir ce que Debord appelait le spectacle, c'est-à-dire une sorte de bulle médiatique qui va enfler et qui va être une sorte d'écran de fumée qui va masquer l'essentiel. Et donc j'en viens moi à l'essentiel. Donc au milieu de cette dialectique de provocation et de raidissement, vous voyez, là je prends l'annonce du colloque, les syndicats d'extrême gauche sont montés au front, il y a eu une tribune dans le Monde universitaire contre le colloque, Le Point a répondu à la tribune du Monde, etc. Donc vous faites une semaine de médias là, c'est facile. Voilà. Sauf que derrière, évidemment, si on évite de prendre position, on n'est pas sommé de prendre position, il y a quelque chose qui se met en œuvre, et ça c'est évidemment le point crucial politique, qui est pour moi le développement de ce que j'appelle moi la technocratie, qui est en fait la société industrielle qui est arrivée à son degré d'intégration maximale. Et la technocratie, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet, par le développement de la technologie et par l'accumulation du capital, de détruire à la fois le milieu naturel et donc de détruire les chances de la liberté humaine. Voilà. Pour moi, c'est ça le point. C'est ce qu'on vit depuis 2 ans et qui s'est emballé en fait avec le Covid, mais qui était déjà là bien avant. Donc, si vous voulez, je n'ai pas vu, par exemple, ni de partisans du woke, ni de partisans de droite ou de droite extrême se récrier face à ce rapport sénatorial qui est sorti l'an dernier, qui prenait appui sur les modèles de Chine, de Singapour, enfin des pays asiatiques, pour établir le traçage intégral des individus en Europe, sous prétexte de santé, avec des arguments comme il n'est pas question de réfléchir en termes de principe. Si une dictature technologique est plus efficace pour endiguer une maladie par rapport à une démocratie qui se voudrait bienveillante, il n'y a pas du tout d'alternative. Il n'y a pas à choisir, il n'y a pas d'atermoiement à avoir. Ça, c'est des rapports sénatoriaux qui existent. C'est cette machine-là qui avance. Et le reste, si vous voulez, déconstruction extrême droite, c'est la bulle médiatique Voilà. Donc moi, si vous voulez, après, je termine, j'ai 5 minutes, je tiens juste pour cette idée-là. Je propose un mot, ça sera un peu long de définir, mais qui serait de défendre ce qu'on appelle les naturiens, en fait, qui n'est pas l'écologie tout à fait, c'est-à-dire cette idée qu'on est des êtres naturels, venus de la nature, qu'on ne peut pas déconstruire comme ça ces attaches-là, et qu'on est voué aussi à finir avec cette nature, donc à mourir. Donc on ne peut pas aller vers le transhumanisme. Et entre les deux, il y a un compagnonnage à faire et à réaliser par les capacités de notre réflexion. Voilà. Et donc pour finir, j'ai 5 minutes. C'est un sujet très très épineux, mais bon, on peut le lancer si vous voulez. Moi, je termine la préface qui est, finalement, je me suis rendu compte qu'elle était trop courte pour ce que j'avais à dire, donc c'est assez dense, malheureusement. Mais je termine moi par la question qui me semble cruciale sur ces 2 camps-là, la question dite de la reproduction artificielle de l'humain. D'accord ? Et pourquoi ? Parce que les courants de déconstruction, forcément, puisque leur idée consiste à dire que la nature est une fiction, par exemple,
que la famille est une construction, ce qui est tout à fait là juste et légitime. Ils sont les fers de lance en fait de la reproduction artificielle de l'humain au nom d'une forme de néo-féminisme, de droit des femmes à disposer de leur corps, etc. Voilà. Et là encore, allié objectif, l'extrême droite ou la droite parfois sont contre, voire les manifestations manifs pour tous, etc. À ceci près, si on lit bien, qui sont contre pour les homosexuels et qui sont contre pour les femmes seules, par exemple, mais pas du tout s'il y a une procréation médicalement assistée, j'en reste là, avec un père. Là, ça marche. Voilà. Alors, si vous voulez, si je suis cohérent, et moi c'est ça que je défends, qui est une critique qui va être évidemment assimilée tout de suite, selon le jargon médiatique, à la droite ou à l'extrême droite, mais mon idée, c'est que la procréation ou la reproduction artificielle de l'humain n'est en toute rigueur pas souhaitable pour personne, en fait. Ni homo, ni hétéro, pour personne. Tout simplement parce qu'elle est un exemple même du capitalisme technologique, c'est-à-dire d'un système dans lequel il y a des intérêts énormes du côté pharmaceutique, du côté médical, avec le diagnostic préimplantatoire, avec l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, avec des ovocytes et des embryons vitrifiés, avec des manipulations génétiques, etc. Donc il y a une prise de ce qu'on appelle la technoscience qui est énorme, et surtout il y a une considération en fait de l'être humain qui elle-même est assez libérale en fait, puisque cette idée qui est souvent avancée du droit à l'enfant est assez étrange. En fait, si on réfléchit 2 minutes, en quoi un autre être humain pourrait-il constituer un droit pour moi, hein? Voyez, moi j'ai pas d'oncle, mais je revendique mon droit à l'oncle. Vous voyez, par exemple. C'est assez étrange. Et donc le plus étrange, c'est de voir justement des néo-féministes en appeler à la reproduction artificielle de l'humain, ou des écologistes, par exemple, comme Sandrine Rousseau ou Alice Coffin, alors même que finalement, la reproduction artificielle de l'humain, qu'est-ce que c'est ? C'est la prise du principe le plus patriarcal qui soit, c'est-à-dire la nature considérée comme une pâte molle sur laquelle la science va que la science va prendre en charge et va recréer en fait. Donc en fait, il n'y a pas plus masculin dans l'idée, métaphoriquement, que ça. Donc si vous voulez, là on marche sur ce point-là, si vous voulez, sur ce débat-là, il y a tout qui va se décanter. Et là encore, on va retrouver une opposition, manif pour tous, droit des LGBT, etc., qui est une forme d'écran de fumée, hein, et qui aussi fait perdre la mémoire, parce qu'en fait, si on se tourne, et là, donc je cite quelques éléments de ça, si on se tourne vers l'histoire des courants politiques, il y a pas mal de femmes, dans les années 80, 90, qui se sont opposées justement aux techniques de reproduction artificielle, au nom précisément du maintien de notre dotation originelle, en quelque sorte. Vous voyez ? Donc pourquoi est-ce le monde industriel, il a pratiqué des enclosures sur les terres, hein ? Il a réussi à produire des OGM, etc. Donc ça on le critique. Produit la bombe atomique, produit des centrales nucléaires. On construit des centres nucléaires sur des failles sismiques. Donc ça c'est par exemple Cadarache à Saint-Paul-lès-Durance. Hein. C'est construit sur une faille sismique. Hein. Donc ça peut... Le dernier tremblement de terre, il était à Lambesc en 1909. Il a fait 46 morts à Saint-Paul-lès-Durance. Là on a calculé qu'on aurait à peu près 10 fois plus de morts s'il y avait un tremblement de terre. Voilà. Donc je veux dire, ça c'est notre société, mais là, sur la reproduction artificielle de l'humain, c'est à peu près c'est exactement la même idée, quoi. Et donc si vous voulez, il y a toute une histoire aussi du féminisme qui s'est opposée à ça. Et ça évidemment, on peut pas l'entendre. Mais pourquoi ? Parce que le débat il est accaparé justement par les déconstructeurs et par ceux qui leur répondent. Donc moi je veux finir là-dessus. Ça fait 1 heure, je vais m'arrêter. Et je veux vraiment que vous ayez cette idée que le désert de la critique, c'est évidemment une critique au départ interne des courants, on va dire, de gauche, ou qui visent l'émancipation. Enfin, c'est des mots qui sont assez vagues, quoi.
Mais il faut prendre en compte l'effet miroir qu'il y a aujourd'hui, dans lequel on est vraiment enserré. Et la ligne de crête entre les deux, elle est assez difficile, et surtout, en fait, elle est complètement tue et réduite au silence dans l'espace médiatique, quoi, puisque l'espace médiatique est polarisé par ces deux monstres, en fait, qui se renvoient à l'anathème l'un à l'autre, quoi. Voilà, bon, j'ai à peu près terminé. Merci Renaud.